Et vous en avez pris l'habitude si vous êtes des fidèles, mais peut-être que c'est aussi la première fois que vous découvrez cette émission, puisque tous les jours à cette heure-ci, vous l'ignorez peut-être, mais nous vous racontons l'histoire des Juifs de France. Et c'est Christophe Dard qui prépare ces récits, comme tous les matins. Alors avec Christophe, nous avons déjà abordé, c'est vrai, dans cette série, le rôle et la place de l'Église catholique face à la Shoah. On va développer à présent le même thème, mais avec les musulmans, que ce soit en métropole ou bien en Algérie et dans les protectorats. Vous allez découvrir que certains musulmans ont sauvé des Juifs. L'exemple le plus célèbre, et nous l'aborderons, c'est celui du recteur de la mosquée de Paris. Christophe, on va commencer par parler de l'Algérie, département français depuis 1830, et dans lequel en 1940, comme en métropole, la politique antisémite du maréchal Pétain touche également les Juifs. Nous sommes effectivement le 7 octobre 1940 et à cette date-là, le décret Crémieux est aboli. Et pour la première fois depuis 70 ans, les Juifs ne sont plus citoyens français mais redeviennent ce que l'on appelle des indigènes. 130 000 Juifs sont concernés et les seules exceptions rares sont pour ceux qui ont reçu la Légion d'honneur, la Croix de guerre ou une autre distinction de premier ordre. Les droits politiques de tous les autres Juifs algériens sont dorénavant les mêmes que ceux des indigènes musulmans algériens et leur statut civil et personnel est régi par la loi française. Et en privant les Juifs d'Algérie de leurs droits, le régime vichiste signifie du coup par la même occasion aux 7 millions de musulmans qui ne doivent pas espérer en obtenir, alors que justement l'abolition du décret Crémieux avait réjoui bon nombre d'entre eux. Ils espéraient en effet beaucoup des lois anti-juives, mais en fait ils n'en ont pas tiré les bénéfices qu'ils attendaient, qu'ils espéraient, notamment de pouvoir prendre leur place dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et c'est peut-être pour cette raison que les musulmans algériens, pourtant antisémites pour bon nombre d'entre eux, vont être finalement peu nombreux à accepter les offres du régime de Vichy pour s'emparer des propriétés et des biens confisqués aux Juifs. À Alger, les imams s'expriment même ouvertement contre cette mesure. Dans le même temps, les Juifs doivent se faire recenser et un numerus clausus est mis en place. Il exclut les Juifs de nombreuses professions et même de l'école publique. Pour certains enfants renvoyés du jour au lendemain, on en avait déjà parlé. Certains, la plupart étant des soldats démobilisés, sont également internés dans des camps de travaux forcés dans des conditions extrêmement rudes. La majorité des dirigeants nationalistes musulmans comme Ferhat Abbas et Messali Hadj rejettent les mesures prises contre les Juifs et le font savoir. Ferhat Abbas déclare ainsi au gouverneur général « Nous ne voulons pas d'égalité par le bas ». Bien que minoritaires, des musulmans vont également s'engager pour sauver des Juifs. Le plus connu est le cher Tayeb El-Oghbi. Et oui, il y a les paroles et puis il y a aussi les actes. Et on va effectivement parler en particulier de cet homme qui est né en 1899 dans un milieu favorisé. Il émigre à l'âge de 5 ans avec sa famille en Arabie Saoudite et c'est là qu'il effectue de brillantes études de théologie et se destine au journalisme. Placé en résidence surveillée par les autorités ottomanes pendant la Grande Guerre, il revient en Algérie à l'âge de 21 ans et va créer un journal El Islam. La réforme. El-Oghbi défend une doctrine réformiste islamique, la langue arabe et l'indépendance du culte musulman, ainsi que les droits des musulmans algériens. Un intellectuel qui se distingue par un talent oratoire et aussi d'écriture et qui anime une association, le Cercle du Progrès, qui a une très grande influence et à tel point qu'il est très vite dans le collimateur des autorités françaises. Il n'a pas le droit de prêcher dans les mosquées. Il est même jeté en prison en 1936 à la suite de l'assassinat du grand moufti d'Alger, jugé 3 ans plus tard, défendu d'ailleurs à l'époque par le journaliste et écrivain Albert Camus, qui n'est pas encore l'écrivain ultra célèbre qu'il sera plus tard, puisque on le rappelle, Albert Camus est né à Oran. Et bien finalement, donc, El-Oghbi est acquitté. Tayeb El-Oghbi est le principal leader réformiste musulman à Alger. Il prône le dialogue avec les catholiques et les juifs. Il est à l'origine de la création d'une union des croyants monothéistes. Et parmi ses soutiens et amis, on peut citer Élie Gozlan. Né à Constantine en 1894, Élie Gozlan est un instituteur. D'ailleurs, Ferhat Abbas, dont vous parliez, Ilana, a été l'un de ses élèves. Il assiste au premier congrès sioniste de Bâle en 1897 et devient progressivement une des figures les plus importantes de la communauté juive algérienne, en particulier à Alger. Il est directeur du bulletin de la Fédération des sociétés juives d'Algérie. Il prône le rapprochement entre les juifs et les musulmans, donc tout comme évidemment Tayeb El-Oghbi. Et donc l'association dans laquelle leur voix porte, aux côtés de chrétiens, de musulmans et de juifs, vont organiser des conférences, des débats sur des sujets d'intérêt commun aux 3 religions ou à portée sociale, comme une conférence par exemple donnée en 1939. Et oui, à l'époque, on prenait déjà conscience de sa dangerosité sur les risques liés à la drogue. El-Oghbi
est proche d'un certain Abdelhamid Ben Badis, une autre figure emblématique du mouvement réformiste musulman, un homme tolérant qui favorise le dialogue entre les juifs et les musulmans via la Ligue algérienne des musulmans et des juifs. À sa mort en 1940, Tayeb El Ougbi lui succède logiquement à la tête de cette ligue. Et c'est un homme qui s'affiche effectivement en compagnie des responsables de la communauté juive d'Algérie, dont Élie Gozlan. On le retrouve lors de réunions publiques et de manifestations organisées par les associations charitables ou éducatives. Les œuvres charitables d'El Ougbi, très importantes depuis plusieurs années au sein d'une association, El Keria, vont bénéficier de dons de provenance juive, parallèlement à Constantine qui abrite depuis longtemps une importante communauté juive. Eh bien, c'est un docteur du nom de Mohamed Salah Benjeloul qui fait de même et donc créer des œuvres charitables. Début 1942, El Ougbi apprend que les responsables d'un groupe pro-fasciste, la Légion française des combattants, prévoient un pogrom à Alger contre des juifs avec l'aide des musulmans. Et oui, il fait tout ce qu'il peut alors pour empêcher et ordonne aux musulmans de ne pas attaquer la population juive. En fait, il va diffuser ses consignes de non-violence assorties de messages de tolérance, d'inspiration religieuse et en prévenant surtout aussi les responsables de la communauté juive d'Alger, notamment Élie Gozlan qui a alors un poste très important puisqu'il est devenu secrétaire général du consistoire et du comité juif algérien d'études sociales. Il est également fondateur de la section algérienne du Congrès juif mondial et assure le fonctionnement de l'association d'études, d'aide et d'assistance qui se charge de venir au secours des victimes algériennes des lois racistes de Vichy. Il représente donc la communauté juive auprès des autorités vichistes à Alger. On peut donc dire qu'avec El Ougbi, leurs deux voix portent évidemment quand il s'agit d'alerter sur des dangers. D'ailleurs, je précise malgré tout que quand on fait quelques recherches, on n'est pas sûr vraiment que ce pogrom allait avoir lieu. Mais peu importe, le simple fait qu'ils en aient pris conscience et que El Ougbi se soit mobilisé prouve évidemment le fond de sa pensée et ce qui était véritablement un homme qui voulait l'amitié entre les musulmans et les juifs. Et d'ailleurs, on compare souvent El Ougbi au cardinal Saliège à Toulouse, car s'il s'oppose aux déportations et tente de sauver des juifs tout en restant très loyal à l'égard du maréchal Pétain. Et voilà, justement, effectivement, cette comparaison n'est pas vaine, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs, évidemment, El Ougbi d'être très surveillé par le régime vichiste jusqu'au bout, jusqu'à la reprise en main par les Alliés en 1943 et d'être aussi dans le collimateur des mouvements arabes antisémites qui, on s'en doute bien, lui reprochent depuis longtemps son amitié trop voyante envers les juifs. Alors poursuivons par la Tunisie. Comme en Algérie, les juifs, environ 100 000, sont exclus de nombreuses professions à partir de l'an 1940 et un numerus clausus limite leur accès à l'enseignement supérieur. Mais il faut souligner l'action d'hommes courageux comme Ali Sakat, ancien maire de Tunis et ministre de la Justice dans les années 30. Et là encore, un homme méconnu en 1940 qui est à la retraite des juifs internés dans un camp de travail vient de frapper une nuit à la porte de sa ferme. Il répare en fait tout près avec d'autres un terrain d'aviation régulièrement bombardé par les Alliés et ils sont régulièrement battus. 60 d'entre eux parviennent donc à s'échapper et trouvent refuge chez Ali Sakat. Il leur offre l'hébergement, le repas. Ils vont rester chez lui jusqu'à la libération de la Tunisie par les Alliés au printemps 1943. Toujours en Tunisie, c'est également un notable, un haut fonctionnaire issu d'une famille aristocratique, Khaled Abdul Wahab, qui va faire preuve lui aussi d'héroïsme après des études d'art et d'architecture à New York et Paris au début des années 30. Il rentre en Tunisie au début de la guerre et s'installe dans la ferme de sa famille à Mahdia, dans le centre du pays. Et lorsque les troupes nazies envahissent la Tunisie en novembre 1942, les quelques 100 000 juifs du territoire sont sujets aux expropriations et au travail forcé. Plus de 5 000 d'entre eux sont envoyés dans des camps de travail, 46 meurent, 160 sont envoyés en France pour être déportés vers les camps d'extermination et c'est là, mais je ménage le suspense, que Khaled Abdul Wahab va jouer un rôle très important. Et c'est ce que nous verrons justement dans la suite de ce numéro consacré aux musulmans face à la Shoah. Merci beaucoup Christophe et à très vite donc pour l'histoire des Juifs de France.